Chers étudiants, merci d'être venus si nombreux à la conférence de Didier Girard sur la compétence extraterritoriale du juge administratif français. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps, puisque vous le savez, notre agenda est extrêmement contraint. 1 heure de conférence sur la compétence extraterritoriale du juge administratif français, qui sera suivie d'1 heure de conférence sur le Frexit, hypothèse de la sortie de la France de l'Union européenne. Nous pourrons évoquer, et Didier Girard évoquera, je le pense, les obstacles constitutionnels, législatifs et de droit international qui pourraient émerger sur la route de la France qui voudrait sortir de l'Union européenne. Je vais passer tout de suite la parole à Didier Girard pour la première conférence, celle qui est consacrée à la compétence extraterritoriale du juge administratif français. J'ai failli ne pas réussir à le dire. Merci Philippe. Donc bonjour à tous. Donc je suis ici pour vous parler des compétences extraterritoriales du juge administratif français, ce qui peut paraître paradoxal, pour pas dire contradictoire. Juge administratif, juge d'attribution, juge spécialisé, arc-bouté sur le contrôle de la puissance publique, des prérogatives de puissance publique, de la souveraineté qui se cache derrière l'administration. Celui-ci pourrait regarder ailleurs ce qui se passe derrière la frontière. Théoriquement, le juge administratif est aveugle. En fait, il est borgne, il voit un petit peu. La problématique de la compétence extraterritoriale du juge administratif français est révélatrice de 2 éléments. Elle est révélatrice de la question des limites de la souveraineté, limites géographiques, certes, mais pas forcément uniquement géographiques, limites juridiques. Parce que pour pouvoir intervenir sur un autre territoire, nécessairement, on va contraindre quelque peu la souveraineté d'un autre territoire. C'est également révélateur du rôle de l'État. Est-ce que ce rôle a une vocation purement interne ou est-ce que, dans son cadre administratif, il peut avoir une vocation externe qui, quelque part, prolonge et complète l'action purement diplomatique et politique des autorités françaises à l'étranger? Dans le cadre de l'internationalisation de nos sociétés, que ce soit dans le cadre européen, qui se veut efficace, concentré et rationnel, ou dans le cadre mondial, qui se veut beaucoup plus multilatéral et désorganisé, la frontière d'État demeure l'un des points cardinaux communs à la fois au droit interne et au droit international. La frontière d'État, c'est avant tout la frontière d'un ordre juridique. Ce qui veut donc dire que rechercher, travailler, étudier la compétence extraterritoriale du juge administratif français revient quelque part à révéler la place qu'a dans notre système juridictionnel cette action extérieure de la France. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou est-ce que, au contraire, la France souhaite avoir une action maximale, tous azimuts, au risque parfois d'être totalement non coordonnée, voire incohérente? Cette compétence, nécessairement, soulève des questions juridiques majeures, des questions juridiques fondamentales. Et c'est d'ailleurs pour cela que parmi les fameux grands arrêts de la jurisprudence administrative, vous en avez un certain nombre qui font appel à des questions d'extranéité. Rappelez-vous l'arrêt Quitias, où pour engager la responsabilité de la puissance publique, il fallait étudier si une expédition militaire était requise pour déloger un occupant sans titre. Il fallait mobiliser 15 000 hommes sur 10 000 kilomètres. Évidemment, le juge a considéré qu'il valait mieux indemniser le propriétaire. Rappelez-vous ce merveilleux petit bac en Côte d'Ivoire qui reliait la péninsule des Locas au continent. Un jour, il a coulé et tout d'un coup, le service public à caractère industriel et commercial est né. Autrement dit, cette extraterritorialité implique nécessairement des questions complexes. Or, les questions complexes ont tendance nécessairement, à un moment ou à un autre, à remonter vers les juridictions supérieures. C'est donc une source de jurisprudence. Alors, on est dans un cadre qui est celui de l'état de droit,
Ça veut donc dire que nécessairement les règles sont préexistantes à leur application, même si le juge administratif a parfois une tendance à s'écarter de ce principe de base en créant du droit prétorien. Ce qui veut donc dire que nécessairement la compétence extraterritoriale, qui est celle du juge administratif français, sera nécessairement limitée. Elle ne pourra pas être universelle. Même si le Conseil d'État français a beaucoup de qualités, ce n'est pas le juge compétent en premier et dernier ressort pour connaître de tous les litiges sur Terre. Mais cette compétence a beau être limitée, elle est aménageable, notamment par la voie conventionnelle. Ça veut donc dire qu'au-delà des règles de principe, vous aurez, comme dans toute branche du droit, une multitude d'exceptions qui viendront la compléter ou au contraire la combattre. Tout d'abord, une compétence extraterritoriale limitée. Cette compétence, elle est limitée parce que l'on va spontanément s'arc-bouter sur le fait qu'il s'agit d'une action administrative française. L'action administrative française a vocation à être principalement exercée sur le territoire français. Question de logique. Ce qui veut donc dire qu'il faudrait, dans le cas particulier où l'activité est exercée pour le compte de l'administration française, tout en étant géographiquement réalisée sur un territoire non français. Ça peut paraître purement théorique, mais en pratique, on vient de faire rentrer tous les postes frontières dans la compétence du juge administratif français. La frontière, ce point de rencontre entre deux souverainetés. Pour autant, le critère de cette action extérieure n'est pas suffisant. Parce que pour qu'il y ait spontanément une compétence française, encore faut-il qu'il n'y ait pas forcément une autre compétence qui s'exerce. Autrement dit, la compétence administrative ne doit pas être confrontée à une souveraineté étrangère. Dans le cadre de l'action extérieure des administrations françaises, il se doit d'être rappelé quelque chose de fondamental. Le juge administratif en France, en tant qu'ordre juridictionnel, est un ordre d'exception. Or, en droit, toute exception s'entend strictement. Ce qui signifie que si le juge administratif français est compétent, ça ne peut être que par dérogation à certaines règles générales. En pratique, la compétence du juge civil. Or, s'agissant d'une exception, elle ne peut pas être à géométrie variable lorsque l'on se trouverait dans une situation particulière. Autrement dit, la compétence juridictionnelle extérieure du juge administratif français ne peut pas être plus étendue que la compétence intérieure. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger que le juge administratif serait compétent pour connaître d'affaires civiles. Il ne peut être compétent que pour des affaires administratives. Alors, nécessairement, ça implique de définir ce qui n'est pas français, autrement dit, l'étranger. Alors, cette définition, elle est en fait négative. En droit français, on ne définit pas l'étranger, on définit la France. A contrario, ce qui n'est pas la France est l'étranger. Alors, pour le juge administratif français, c'est très simple, ça concerne tout le territoire de la République, sans exception, donc la métropole, les départements, collectivités et territoires d'outre-mer, sans la moindre exception. Pour l'étranger, par définition, c'est l'inverse. Encore faut-il que ce soit un territoire. Alors là-dessus, le juge administratif a une approche très pragmatique. Dès lors qu'il y a une autorité politique ou une autorité sociale, c'est l'étranger. Il n'a pas à interférer dans le fonctionnement d'entités étrangères. Ces activités doivent être de nature administrative. Donc nécessairement, organiquement, être rattachées à une administration française. Donc soit une personne morale de droit public français, soit un organisme privé, le cas échéant un organisme étranger,
mais chargée d'une mission de service public française. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, on en a quelques-uns. Par exemple, dans certains pays, la préparation des dossiers de demande de visa et de passeport pour étrangers est déléguée à des sociétés privées de droit local. Cela relève du juge administratif. Alors évidemment, l'exemple premier qui vient à l'esprit est l'ensemble des services diplomatiques et consulaires, ambassades, consulats, etc. Mais il faut que ce soit des services propres à la France. Autrement dit, des services qui sont exercés exclusivement dans le but de satisfaire un intérêt général français. Une mission de bons offices qui serait remplie par un diplomate français au profit d'un État tiers, service de liaison, représentation diplomatique, etc., ne relève pas du juge français. C'est notamment le cas de la France lorsqu'elle représente des États tiers, lorsque ceux-ci sont en état de guerre. La Suisse a une grande tradition en la matière, la France, de temps en temps, y pourvoit. Mais ça peut être aussi des contrats locaux. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, parce que les contrats locaux peuvent être conclus soit suivant le droit local. Le consulat général de France à Sarrebruck peut très bien conclure un contrat régi par le droit allemand. Mais il peut aussi, s'il le souhaite, souscrire un contrat qui serait régi par le droit français. Et bien, auquel cas, on applique les critères du droit administratif français. C'est un contrat de fourniture de biens et de services, c'est un marché public. C'est la réalisation de travaux, la réfection du consulat, ce sont des travaux publics. On va contracter avec un opérateur local telle ou telle mission de service public, c'est une délégation de service public. Quand bien même ces contrats seraient matériellement conclus et exécutés à l'étranger, dès lors qu'ils concernent un objet matériel qui est de droit public français, ils relèvent du juge administratif français. L'arrêt de principe concernant une délégation de service public pour un tramway à Shanghai, délégué par les autorités françaises dans les concessions internationales. On est donc dans une hypothèse qui n'est pas une hypothèse d'école. Ça couvre également des activités particulières qui ne sont pas réalisées sur un territoire étranger, mais sur un territoire qui, du fait du droit international, n'est pas considéré comme un territoire national. Autrement dit, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui est régi directement par le droit international. C'est ce que l'on appelle les aires internationales, sur lesquelles aucune souveraineté ne s'applique. Alors, l'exemple classique, ce sont les espaces maritimes et aériens situés en haute mer. La Convention Montego Bay, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, définit les eaux territoriales et les eaux intérieures comme relevant de la souveraineté de l'État côtier. Le juge administratif français n'a aucun problème pour connaître de litiges ayant eu lieu dans les eaux territoriales, c'est-à-dire dans la limite des 12 000. Au-delà, normalement, le juge national, et par voie de conséquence, le juge français, n'est pas compétent. Il n'est pas compétent, sauf si on trouve un critère de rattachement. Et ce critère de rattachement, c'est le critère qui est appliqué dans le droit maritime depuis plusieurs siècles. C'est le critère du pavillon. C'est un bateau battant pavillon français, et donc il relève du juge français. Et si c'est un navire d'État, autrement dit un navire de l'État ou exerçant des prérogatives étatiques, il relève du juge administratif français. Quand bien même il serait physiquement à l'étranger. Et s'il agit au nom de l'État, ça peut même être dans les eaux nationales d'un autre État. Un bateau de guerre dans un port allemand qui est bas pavillon français, il a un litige, le litige relève du juge administratif français, à l'exclusion de tout autre, même s'il navigue sur la Sarre. Alors, ce sont des hypothèses classiques, tout simplement pour permettre en pratique le rattachement juridictionnel de l'activité. Et c'est ce qui fait que vous avez dans la jurisprudence du Conseil d'État quelques exemples un peu tordus de bateaux qui sont coulés par erreur, enfin du moins, c'est ce que retient la jurisprudence, par les bateaux militaires français. On a cru qu'il était abandonné, on en a fait une cible. Les gens dormaient. Désordre. Autre élément qui est non appropriable, alors là,
J'anticipe sur les cours du professeur Kossalter de l'année académique 2150-2156, les corps célestes, astres spatiaux et l'espace intergalactique. Oui, juridiquement, le juge administratif peut être compétent là-bas. Alors ça peut paraître totalement surprenant, voire de la science-fiction, ça ne n'en est pas. Tout simplement parce que les conventions internationales qui ont été conclues dans les années 60 prohibent toute souveraineté étatique sur ces corps-là. L'idée, c'était pas de prévoir la guerre des étoiles, non. C'était d'éviter que la Lune devienne terre américaine. Autrement dit, l'ensemble des aires spatiales ne relève pas du juge national, sauf, là aussi, application de la loi du pavillon. Alors, il n'y a pas encore de spationautes français sur la Lune, ça viendra peut-être un jour, mais ça n'empêche pas que le juge administratif français a déjà eu à connaître d'actions en responsabilité du fait des activités spatiales françaises. Si ce sont des activités civiles, ça relève du juge civil. Si ce sont des activités administratives, notamment militaires, elles relèvent du juge administratif français. Vous voulez engager la responsabilité d'État français parce qu'il a pris une photo de vous en maillot de bain en train de bronzer sur votre pelouse avec un satellite militaire, ça relève du juge administratif français. Si, je ne vous le souhaite pas, le dit satellite ensuite s'écrase dans votre jardin, ça relève aussi de la compétence du juge administratif français. Alors, ce ne sont pas des hypothèses d'école, hein, il y a régulièrement des satellites qui atterrissent au sens littéral du terme. Alors, quand c'est volontaire, on essaye généralement de le faire dans des zones où il n'y a personne. Quand c'est involontaire, ça peut être beaucoup plus problématique parce qu'on peut arriver sur des terres habitées. Et notamment, les soviétiques ont eu plusieurs fois à décontaminer des aires contaminées par radioactivité du fait de leur activité spatiale. C'est donc quelque chose qui peut parfaitement être mis en œuvre. Bon, inutile de vous dire évidemment que ça ne représente pas une grande part du contentieux administratif français. Je m'en excuse. Par contre, peut-être qu'un jour, Dark Vador aura appelé au Conseil d'État, je ne sais pas. On verra s'ils peuvent les convaincre. Deuxième élément, il faut qu'il y ait certes un critère de rattachement à la France, encore faut-il qu'il n'y ait pas une souveraineté étrangère, une souveraineté extra-française. Et là, c'est quelque chose qui est plus compliqué parce que l'administration française, elle n'hésite pas à acter sournoisement. Autrement dit, l'administration française peut très bien agir, juridiquement parlant, pour le compte d'un autre État, d'une forme de mandat. C'est quelque part une forme moderne du dualisme fonctionnel qui résultait de l'union personnelle du droit monarchique. Ce sont des choses qui, là aussi, ne sont pas des hypothèses d'école, puisque c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement, notamment du fait d'un contrat de vassalité en vertu duquel le président de la République française, héritier des rois de France, est coprince d'Andorre. S'il est coprince d'Andorre, même s'il est président de la République, il agit au titre du droit andorran et non pas au titre du droit français. Le Conseil d'État a eu l'occasion de juger en 1933 que le coprince d'Andorre ne peut relever que des juridictions andorranes. C'est quelque chose que l'on retrouvera également lorsque les Nations Unies ou la Société des Nations délèguent à la France l'administration provisoire de tel ou tel territoire ou de tel ou tel équipement. Ça peut être également, dans un cadre plus structuré, la délégation d'une autorité étrangère. Cette délégation, et je tiens à le préciser parce que c'est important à ce stade, la délégation est unilatérale. Elle n'est pas conventionnelle. Elle s'inscrit par commodité dans la tradition internationale. Un État délègue telle ou telle compétence à un autre État parce que c'est plus commode, parce que c'est plus pratique. Alors, c'est le cas dans toutes les délégations des États membres de l'Union européenne. Elles ont délégation permanente pour recevoir les dossiers d'assistance aux étrangers d'un État membre de l'Union européenne qui se présentent à elles. Les recevoir, ça n'est pas forcément agir. Le mandat ensuite va varier selon le niveau d'assistance requis et l'État. Normalement, lorsque la délégation est opérée, l'acte
où les agissements faits par le juge, par l'autorité française ne relèvent pas du juge français. Elles relèvent du juge de l'État en question. Ce qui est quelque part logique. Vous agissez pour le compte de quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui est censé en assumer les conséquences. Alors, en la matière et en termes de contentieux, les exemples sont pour l'essentiel passés. Pour une raison très simple, c'est que la France a on va dire une conception assez stricte sur le plan théorique de sa souveraineté et accepte peu la délégation unilatérale de compétences de la part d'autres États, hormis des tâches purement administratives de collation et de transmission qui n'impliquent en réalité aucune décision. C'est pour ça que la jurisprudence est essentiellement une jurisprudence ancienne. C'est ainsi que la délégation du gouvernement chinois au consul de France dans la concession de Shanghai relève du juge chinois. Et on a effectivement quelques jugements chinois qui condamnent l'administration française. Alors je vous le dis tout de suite, ils sont rédigés en chinois, je ne les ai pas compris. On a également un certain nombre d'autres choses qui se trouvent en matière académique, notamment dans les anciens territoires coloniaux, lorsque ça n'était pas prévu par convention. Ça a été également le cas des délégations qui ont été opérées de fait par les forces d'occupation allemandes et italiennes en France durant le Second conflit mondial. Inversement, c'est également à ce titre-là que les forces d'occupation alliées en Allemagne ne voyaient pas leur responsabilité normalement engagée devant le juge français ou anglais ou américain ou soviétique le cas échéant, mais devant le juge local, puisque en termes d'une délégation unilatérale des puissances victorieuses, certaines parties de l'administration allemande étaient assurées par les forces d'occupation. Et donc, c'était le gouvernement et l'État allemand, l'État fédéral allemand ensuite, qui ont dû en assumer les conséquences juridiques. Mais cette compétence extraterritoriale, si elle est quelque part limitée, bien qu'intéressante sur le principe, est aménageable. Ces aménagements, normalement, s'opèrent par la voie de conventions. Autrement dit, d'accords entre entités souveraines. Alors je parle d'entités souveraines parce que ça n'inclut pas forcément que des États. Cela peut inclure des quasi ou des proto-États ou des organisations internationales. Cet aménagement conventionnel peut s'opérer soit de manière ponctuelle, soit de manière systémique. Autrement dit, elle peut s'opérer sur certains éléments précis qui feront exception à certaines règles, ou, le cas échéant, pourront s'opérer sur un pan entier du droit. En réalité, dans le second cas, on sera dans une délégation d'ordre juridique. Tout d'abord, les extensions ponctuelles. Alors, le cas le plus simple, c'est d'opérer une fiction juridique. Autrement dit, on va créer juridiquement quelque chose qui, géographiquement, matériellement, n'existe pas parce que, en pratique, ce sera une solution qui sera plus commode, plus cohérente. Alors, ça peut être la création artificielle de points d'entrée du territoire national à l'étranger. Et vous apprendrez comme ça que l'un des points frontières, enfin, les points frontières de Londres, Genève, sont en France. Par convention internationale, il est prévu que les services français de douane, de gendarmerie et de police aux frontières, situés dans les gares desservies par Eurostar, notamment Londres, mais également les services français de l'aéroport de Genève-Cointrin, sont considérés, fictivement, comme étant intégralement basés en France. Ce qui fait que si vous tuez, allez, je donne des indications pour un éventuel terroriste, des douaniers français et britanniques à Londres, ben vous aurez 2 procès. Un à Londres, un à Paris. Vous aurez donc à choisir ensuite l'État dans lequel vous voudrez servir votre peine de prison. La nourriture britannique est moins recommandable. Par contre, le climat est peut-être plus supportable. À voir. L'inverse existe aussi, puisque l'on trouvera, du fait de ces conventions qui sont bilatérales, également des autorités de police étrangères en France. S'il y a un point d'entrée du territoire national à Londres, il y a un point d'entrée du territoire de Sa Gracieuse Majesté à Paris. Avec l'ambassade, c'est le seul endroit où on peut croiser des bobies.
On trouvera également, à la symétrie de Genève, des zones suisses dans l'aéroport de Mulhouse-Bâle. Là aussi, le juge administratif français n'est pas compétent, quand bien même les missions en cause seraient des prérogatives de puissance publique. Ça relèvera, le cas échéant, soit des juridictions britanniques, soit du tribunal administratif fédéral en ce qui concerne la Suisse. Alors, je citerai, pour mémoire, le cas particulier du condominium franco-espagnol de l'île aux Faisans, qui, en vertu du traité des Pyrénées, est administré conjointement par la France et l'Espagne. Alors, à la différence des Nouvelles Hébrides, ce condominium est organisé de manière très simple. Du 1er janvier au 31 juillet, c'est la France. Du 1er août au 31 décembre, c'est l'Espagne. Eh bien, si vous tombez pendant la période française, ça relève du juge administratif français. Si, inversement, vous tombez dans la période espagnole, eh bien, ça relèvera des juridictions espagnoles. Ce qui n'est pas sans intérêt en cas de dommages permanents, parce qu'on n'est pas à l'abri de décisions de justice qui se contredisent. Ensuite, on trouvera également le cas particulier de la quasi-souveraineté actée par convention internationale. Autrement dit, par une convention, un État va volontairement abandonner une part de sa souveraineté sur tel ou tel territoire, sur tel ou tel objet. Alors, au profit du juge administratif français, il y en a 3 principes. La Casa de Velázquez, l'École française d'Athènes, l'École française de Rome, qui sont 3 institutions diplomatiques et culturelles basées respectivement à Madrid, Athènes et Rome, dans lesquelles se trouvent les services publics de l'éducation nationale français, remplissant une mission d'enseignement et de recherche français pour le compte de l'État français. Et les conventions internationales conclues avec les 3 États prévoient spécifiquement la compétence exclusive du droit français et du juge français. Ce qui veut donc dire que si vous avez une mauvaise note pour un semestre Erasmus que vous feriez d'une université allemande vers la Casa de Velázquez, ça relève du juge administratif compétent, autrement dit, du tribunal administratif de Paris, quand bien même vous étiez en Espagne et que votre université d'envoi est allemande. Avec un peu de chance, pour votre retraite, vous aurez votre relevé de notes. On a également le cas particulier des organisations internationales. On parle d'entités autonomes, parce qu'en fait, les conventions internationales, par usage puis formellement, vont prévoir un certain nombre de privilèges pour les conventions, pour les organisations internationales, qui sont codifiés dans ce que l'on appelle des accords de siège. L'ONU, l'UNESCO, ne sont pas des États. Elles n'ont pas de territoire, elles n'ont pas de population. Même le Vatican a une population. Ça veut donc dire que, nécessairement, pour abriter leurs locaux, il leur faudra une fraction du territoire de l'un des États avec lequel elles travaillent. Sauf que s'il n'y a pas d'accord de siège, s'il n'y a pas de privilège, tout acte, toute action qui serait réalisée dans ces locaux relèverait du juge local. Un garde de l'ONU a besoin d'un port d'armes, il devrait donc demander aux autorités de l'État de New York la délivrance d'un port d'armes. Et si l'État de New York refuse, éventuellement porter ça devant le tribunal de première instance locale, qui est la Cour suprême de l'État de New York. Ça peut durer longtemps. C'est pour éviter cela et pour éviter les difficultés locales que les organisations internationales sortent du territoire. Ce qui veut donc dire qu'en sortant du territoire, que le juge local n'est plus compétent pour en connaître. Et le juge administratif français est contraint par cela. Lorsqu'une organisation internationale lève un impôt, c'est le cas de la plupart des organisations internationales, envers les personnes qui y travaillent, eh bien, le litige fiscal ne peut pas être porté devant le juge administratif français. Ce n'est pas de sa compétence. Quand bien même l'organisation est basée à Paris, que la personne travaille à Paris, que son foyer fiscal est à Paris. Le tribunal administratif de Strasbourg a plusieurs fois eu à connaître des contentieux intéressant le Conseil de l'Europe et a systématiquement, à cet égard, décliné la compétence du juge français. Ça se trouve dans ce cadre-là également pour l'organisation de services publics, de travaux publics, de marchés publics, autrement dit, des critères traditionnels
de la compétence administrative française lorsqu'ils sont réalisés pour une organisation internationale. Alors, l'arrêt de principe date de 1927, porté sur la commission du Danube. Le contentieux le plus récent, c'est le ravalement de l'UNESCO. L'UNESCO n'a jamais payé l'entreprise. L'entreprise a donc attaqué l'UNESCO devant le tribunal administratif de Paris, lequel s'est bien évidemment déclaré compétent. Alors, ils n'ont pas porté le litige plus loin, ils ont tout simplement ensuite engagé la responsabilité de l'État français du fait de l'accord de siège, sans faute, application d'une célèbre jurisprudence de 1966 que vous connaissez très bien. C'était la semaine prochaine, que vous connaîtrez très bien à partir de la semaine prochaine. Vous avez donc une excuse, mais c'est parce qu'il est en retard. Ça se trouve également dans d'autres cas. Par convention internationale, des États étrangers peuvent parfaitement aussi procéder ainsi. C'est ainsi que les travaux du pont sur le Rhin à Strasbourg, qui ont été opérés par l'État allemand pour la mise en service du TGV, étaient régis par le droit allemand, quand bien même ils avaient lieu physiquement à Strasbourg. Cette extension, elle peut être ponctuelle, cette extension, elle peut être aussi systémique, autrement dit, beaucoup plus large. Et là, on arrive dans des hypothèses peut-être un petit peu plus complexes, peut-être un petit peu plus tordues, mais qui en réalité sont révélatrices de l'histoire française. Parce que le juge administratif français peut, dans ce cas, être juge de l'administration étrangère. Eh oui. Alors, le Conseil d'État vous répondrait que c'est parce qu'il est parfait. Il n'y a que lui qui le croit. En réalité, c'est tout simplement parce que pour des raisons historiques, une partie de la souveraineté locale a été, de fait ou de droit, exercée par les autorités françaises. Alors, on a ainsi vu un certain nombre de conventions de 1944 à 1946 transférer la responsabilité des États-Unis d'Amérique et la responsabilité du Royaume-Uni à la juridiction administrative française. Alors, on est avant l'ordonnance de 57, vous aviez un accident de la circulation avec une Jeep. Théoriquement, vous auriez dû saisir la Cour fédérale du premier circuit à Washington. C'est pas très pratique pour un litige de quelques milliers de francs de l'époque. Eh ben non. Par convention, il était prévu que le juge administratif français était compétent en ce cas. L'État français versant les sommes et ensuite allant se servir sur le compte des États-Unis d'Amérique auprès du Trésor public français. C'était dans un but de simplification. L'État français, de facto, assurait le rôle de défense de la part de l'autre État. Ça implique parfois, d'ailleurs, la combinaison du droit français et du droit de l'État en question. Et notamment dans les accidents de la circulation résultant des opérations liées à la Seconde Guerre mondiale et à la période qui en a suivi, on a un certain nombre de jugements administratifs qui statuent sur les règles suivant lesquelles l'autorité administrative militaire fédérale américaine délivrait ou non les permis de conduire à ses conscrits. Et là, on applique classiquement les règles du recours pour excès de pouvoir. Est-ce que le permis a été délivré par une autorité compétente? Est-ce que cette compétence a été publiée? Est-ce que, le cas échéant, le respect du formalisme requis était appliqué, etc. Et vous avez quelques jugements de conseil de préfecture de l'époque qui sanctionnent l'État américain parce que la personne qui conduisait la Jeep n'aurait jamais dû avoir son permis de conduire, en vertu du droit américain. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le genre de choses qu'on donne à un examen, parce que les jugements et les arrêts font 30 à 40 pages. Mais c'est tout traduit, heureusement. C'est quelque chose qui a évidemment pris fin avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le dispositif qui a ainsi été mis en œuvre est apparu plutôt fonctionnel, plutôt opérant et quelque peu rationnel. Parce qu'en fait, le droit local est celui qui est appliqué, le lieu de l'accident, le lieu de la difficulté, et donc finalement a l'avantage de permettre à l'ensemble des acteurs de connaître le droit. C'est donc pour cela que la Convention de Londres du 19 juin 1951, l'accord qui formalise l'OTAN, a prévu que tout dégât
lié aux troupes de l'un des États membres de l'Alliance et est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel ces troupes se trouvent. Vous avez un accident de la circulation en Allemagne avec un véhicule militaire américain, convention de l'OTAN, ça relève du juge allemand. Donc si c'est un dégât lié à des travaux publics, à un service public ou un critère quelconque de rattachement à l'administrativité du litige, le juge administratif français est compétent. Vous allez ensuite avoir toute une série de conventions spéciales qui ont été établies notamment dans la période de la colonisation pour prévoir ponctuellement que telle ou telle branche du droit de tel ou tel État est régie par le droit français, à la différence, sous-entendu, des autres branches du droit. Alors c'était principalement le cas en matière de fonction publique. C'est ainsi que, par un certain nombre de conventions internationales, la fonction publique tunisienne et la fonction publique marocaine étaient, avant l'indépendance de ces États, régies par le droit français. Et donc, toute nomination d'un haut fonctionnaire passée par un décret en Conseil des ministres, quand bien même il était dans l'entourage du roi ou du bey, comme on dit le souverain marocain ou le souverain tunisien, et le cas échéant, était passible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. On a donc toute une série de jurisprudences de l'époque qui sont assez intéressantes parce que ça relève des contradictions entre le droit local qui n'est pas applicable et le droit français qui l'est. Notamment, vous avez toute une série d'arrêts des années 40-50 sur l'égalité homme-femme, où on vous explique que selon le Daïr de 1242, je cite de mémoire, la femme ne pouvant toucher de salaire, celui-ci doit être versé à son mari. Mais que les principes régissant la fonction publique française font obstacle à l'application de cette règle qui prévoit l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est un principe général du droit, donc par voie de conséquence, par exception aux règles de droit marocain, le compte bancaire devra être ouvert au nom de l'épouse, celle-ci percevant l'intégralité de son traitement de fonctionnaire. Les anachronismes et les contradictions de l'histoire se retrouvent. Au Maroc, on est même arrivé à une solution hybride à un moment. Le recours pour excès de pouvoir relevait du Conseil d'État, le recours en responsabilité relevait du juge local. Donc, si vous étiez intelligent, vous faisiez un recours pour excès de pouvoir, qui était interruptif de prescription. Quand vous aviez gain de cause, vous alliez ensuite voir le juge local en disant que le Conseil d'État français vous avait donné raison. Si vous étiez mal conseillé, vous faisiez l'inverse, et là, vous n'aviez plus que vos yeux pour pleurer. C'est ainsi que le juge administratif français a été confronté directement aux structures coloniales. Et là, on retrouve toutes les différences et subtilités de régimes coloniaux dans la compétence du juge administratif français. Est-ce que la colonisation se fait au nom de l'État français, en son sein, c'est le cas de l'Algérie, sur des États sous protectorat, sous des États à souveraineté partagée ou à souveraineté limitée? Selon le cas, la compétence administrative française ou la compétence administrative locale variait. Et c'est pour cela que les solutions sont délicates à cerner parce que chaque territoire est régi par un texte différent qui va varier dans le temps. Et c'est pour ça que vous trouverez des arrêts, au hasard l'arrêt du Bac des Locas, qui est en contradiction flagrante avec les règles applicables dans d'autres colonies. Parce qu'à l'époque, tel ou tel pan du droit local relevait de la France ou pas. Ce qui permettait accessoirement à la France d'expérimenter en droit local de très nombreuses solutions qui, lorsqu'elles marchaient, étaient ensuite reprises en droit français. Et ce dualisme se retrouve également dans les textes formels. Si vous regardez les textes anciens, vous verrez qu'on parle de services publics locaux ou de services publics indigènes. Eux relèvent du juge local. Lorsqu'on parle de services publics européens ou de services publics français, ils relèvent du juge administratif français. Et en cas d'imprécision, ce qui était quand même très fréquent, nécessairement, le critère va se faire soit sur l'impérium, soit sur l'organique. Est-ce que ce sont des moyens de droit français ou est-ce que c'est organiquement rattaché à un service français? Ce sera le critère double de la compétence administrative française.
On trouvera également un certain nombre de dispositions transitoires liées à la décolonisation. Alors là, on rajoute de la complexité à la complexité, puisque au-delà d'une situation qui était particulièrement complexe, chaque État, lorsqu'il a évolué, a pris des règles qui étaient elles-mêmes, à titre transitoire, différentes. Certains États ont transféré du jour au lendemain toutes les affaires administratives françaises au juge administratif local. Et, le cas échéant, au détriment de toute logique. Le recours pour excès de pouvoir permet le contrôle de la légalité d'un acte à la date de son édiction, même si c'est jugé 5 ans après. Or, en transférant immédiatement la compétence des affaires non jugées, cela implique qu'un juge administratif étranger va connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte qui a été pris par une autorité française destiné à s'appliquer en France et régi par le droit français. Et on a quelques exemples de juridictions d'États nouvellement indépendants qui disent, pour des faits identiques, mot pour mot, l'inverse de ce qu'a dit le Conseil d'État, parfois plusieurs années après. Il est même arrivé parfois que le transfert soit partiel. Certaines affaires étaient transférées, pas d'autres, voire même, dans le cas notamment de Djibouti, qui est l'une des dernières indépendances, les renvois étaient opérés devant une juridiction administrative mixte, composée pour moitié de conseillers d'État français et pour moitié de magistrats administratifs djiboutiens. Bon, en pratique, c'est le Conseil d'État qui faisait le travail, c'est le Conseil d'État qui jugeait, mais formellement, ça n'est plus la même personne. Cette compétence externe, si on devait tracer quelques axes directeurs, elle est nécessairement limitée, parce qu'on est dans une exception au sein d'une compétence d'attribution. C'est donc une tête d'épingle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas inintéressante. Elle est au contraire fondamentale, parce qu'elle permet de cerner les limites de l'administrativité française, de la publicité française, autrement dit, de la souveraineté française. C'est parfois artificiel comme distinction. Le juge administratif français n'était pas compétent pour le condominium des Nouvelles-Hébrides, parce que c'était une co-souveraineté, purement artificielle, puisque les deux États devaient tout décider à l'unanimité. Donc nécessairement, il y avait une part de souveraineté française. Mais l'inverse est aussi vrai. Et la compétence du juge administratif étranger pour connaître des actes et des actions françaises est également présente. Alors, en termes de contentieux, la principale exception, celle qui a été quantitativement la plus importante, est locale. C'est le cas de la Sarre. Puisqu'en effet, tout litige intéressant l'administration française du territoire de la Sarre n'était pas porté, en vertu d'une convention internationale, devant le juge administratif français, mais devant la Cour suprême franco-sarroise. Autrement dit, devant le juge local. Et le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler par un arrêt du 20 juin 1954 que la Cour franco-sarroise agissait de manière exclusive à toute autre compétence, y compris celle du Conseil d'État. Alors, ça peut paraître lointain, d'aspect limité, éventuellement figé dans le temps. C'est pas vrai. La compétence externe du juge administratif est un sujet d'une cruante actualité. Tout simplement parce que dans le cadre de la mondialisation, de l'internationalisation des échanges, nécessairement, les décisions des autorités administratives de chaque État sont susceptibles de trouver application plus ou moins de manière importante à l'étranger. Et s'il y avait le moindre doute dans cette possibilité, dans ces difficultés, il suffit tout simplement de regarder le registre des décisions du tribunal des conflits. Vous constaterez qu'à la date du 24 avril 2017, l'encre est encore toute fraîche, la société Ryanair a vu sa demande d'homologation d'arbitrage administratif déboutée, tout simplement parce que celle-ci relève l'ordre public français et a donc vu son jugement attribué au juge administratif français.
ce qui est une très mauvaise nouvelle pour eux, parce que ça veut dire nullité absolue de la Convention et indemnisation du contribuable français, a priori à hauteur de 70 millions d'euros, sachant qu'il y a 800 conventions du même genre, une pour chaque aéroport. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le contribuable. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions, on en a deux. Quelles sont tes sources et qu'est-ce que l'île du Faisan ? Alors, l'île aux Faisans ou l'île de la Rencontre est une île qui se trouve sur la baie d'Assoa et qui est frontalière entre la France et l'Espagne, où depuis la rencontre entre Louis XIV et, enfin celui qui allait devenir Louis XIV et l'infant d'Espagne, il a été décidé que les deux États administreraient conjointement le dit territoire. Ce qu'on avait vu en regardant sur Internet, enfin moi en tout cas, et les sources, il existe des ouvrages consacrés spécifiquement à cela. Alors à cela, non, il n'y en a pas. Alors sur la compétence des juridictions étrangères pour connaître l'administration française, il y a 2 traités de droit de la guerre américains des années 50. Spontanément, ce n'est pas votre lecture de chevet. Hein. Ou alors pour dormir éventuellement. Sinon, le recueil Le Bon, que tu dois connaître un petit peu de temps en temps, plus quelques ouvrages anciens de contentieux administratif, notamment le traité de Drago, les cours dedans et le Becquet. Donc, après les deux questions, là, il faudrait vraiment qu'on fasse un article. Qui en fasse un article. Mais je serais ravi que tu tapes le texte et que je le corrige demain. Comme ça, vous l'aurez après-demain. Non, ça marche pas ? Je vais couper l'enregistrement. Oh.